14h16, merci de nous rejoindre pour cette deuxième partie du journal de 14h de Radio J. Steve Nadjar au micro avec vous jusqu'à 14h30. Tout de suite, le grand entretien de cette édition. Frédéric Potier, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le délégué interministériel à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la lutte anti-LGBT. Des champs d'action dont l'actualité est particulièrement et malheureusement nourrie ces dernières semaines. Frédéric Potier, je voudrais d'abord vous faire réagir à ce qu'on a qualifié d'affaire Freeze Corleone. Ce rappeur a diffusé des chansons et des clips ouvertement antisémites en faisant notamment l'apologie du nazisme. Une enquête pour provocation à la haine raciale et injure à caractère raciste a été ouverte jeudi dernier par le parquet de Paris. Son avocat évoque, je cite, une question d'interprétation, une polémique qui visiblement lui est très profitable économiquement à cet artiste. En 10 jours, son album s'est vendu à plus de 32 000 exemplaires. Quelle est la bonne stratégie face à ce type de situation ? Tout d'abord, il faut considérer que la liberté d'expression n'est pas sans limite. La liberté d'expression, la démocratie, ce n'est pas le droit d'instaurer la guerre civile, ce n'est pas le droit de diffamer, ce n'est pas le droit d'insulter, ce n'est pas le droit d'inviter à la haine et à la violence. Et donc, quand on regarde ces paroles, il n'y a pas de problème d'interprétation. Je suis désolé, avec mon équipe, on a vraiment regardé avec beaucoup de détails, avec beaucoup d'attention, ces paroles, ces propos, et on a repéré 9 passages particulièrement éloquents, si j'ose dire, avec des propos antisémites, des propos complotistes, avec une apologie du nazisme. Et donc moi, je vois pas où est le second degré, je vois pas où est le troisième degré. Je pense que ces paroles, elles seront entendues au premier degré, qui sont des incitations à haine. Après, effectivement, la question, c'est est-ce qu'il faut ne rien faire ? Est-ce qu'il faut laisser passer ce genre de choses en disant qu'on ne fera pas de publicité ? Est-ce que vous appelez les grands acteurs du streaming comme Deezer et Spotify à retirer purement et simplement de leur plateforme l'ensemble des titres de ce rappeur et d'autres artistes qui pourraient suivre ce modèle ? D'abord, je réponds à votre première question. C'est pas nous qui avons fait le buzz. C'est-à-dire qu'avant même que nous ayons saisi le procureur de la République, l'album, il avait été téléchargé, je crois, à 5 millions de reprises. Donc le succès était déjà là. C'est un rappeur très connu, avec une maison d'édition Universal qui est, je crois, très connue aussi. Et moi, j'en appelle d'abord à la responsabilité. Je pense qu'on peut pas faire un succès médiatique, un succès artistique, avec beaucoup de guillemets, sur des propos de haine. Et donc, maintenant, c'est le procureur de la République qui est saisi. Une enquête a été diligentée. Moi, j'ai parfaitement confiance dans l'issue judiciaire de tout ça. Et j'espère qu'il y aura des suites à la hauteur de ces enjeux. Et donc, c'est d'abord, selon vous, de la responsabilité première d'Universal de permettre la publication et la diffusion au grand public de ce type de... Mais c'est une responsabilité collective, j'ai envie de vous dire. Il y a d'abord la responsabilité de l'artiste. Et faire de l'antisémitisme le moteur d'un bad buzz, moi, je trouve ça criminel. Je trouve ça criminel. Et que Universal se prête à ce genre de choses parce qu'on ne fasse pas croire que les responsables éditoriaux ne comprennent pas ces paroles. Quand on dit « j'irai comme Adolphe », etc., les paroles, elles sont explicites. Elles sont explicites. Et donc, il y a cette responsabilité. Maintenant, il y a une responsabilité judiciaire qui est engagée. Moi, je ne veux pas non plus sauter les étapes. On est dans un état de droit. Il y a une très grande liberté d'expression. Mais maintenant, c'est quelque chose aussi qui doit être respecté par tous. Est-ce que le milieu du rap est aujourd'hui gangréné par l'antisémitisme, mais aussi par le racisme et l'homophobie ? Mais moi, je ne veux pas me lancer dans une chasse aux sorcières, dans une campagne de dénigrement pour pointer tel ou tel type de musique. Moi, je ne suis pas musicologue, je n'ai pas de compétences particulières pour apprécier tel ou tel type de musique. Par contre, moi, j'ai une analyse qui est très basique. Moi, je regarde les paroles. Et il y a quelques mois, nous avions aussi saisi le procureur de la République à propos d'un chanteur qui appelait à tuer les bébés blancs, à brûler les bébés blancs. Et là encore, il n'y a pas de second degré et l'intéressé a été condamné. Il y a un appel qui a été formulé, donc attendons de voir. La décision n'est pas définitive. Mais est-ce qu'on trouve plus souvent de ce type de propos dans des chansons de rap qui, par ailleurs, peuvent avoir beaucoup de qualité que si on écoute de la pop ou du rock ? Mais moi, ce n'est pas ma responsabilité de délégué interministériel. Moi, ma responsabilité de délégué interministériel, c'est de dire qu'il y a des choses légales et des choses qui sont illégales. Et quand il y a des choses qui me semblent illégales parce qu'elles invitent à la haine et à la violence, c'est ma responsabilité de les dénoncer, de les signaler au procureur de la République. Après, j'ai pas, moi, à faire état d'une préférence ou à inviter tel ou tel chanteur ou tel style de musique à choisir une forme plutôt qu'une autre. Ça m'est complètement indifférent. Moi, ce qui m'indiffère, c'est qu'on puisse écouter de la musique de manière, j'ai envie de dire, apaisée. En tout cas, que ce type de musique-là ne soit pas un prétexte pour des propos antisémites. Frédéric Potier, ces dernières semaines ont été marquées par le début et la suite du procès des attentats de janvier 2015. Depuis lundi, on écoute à la barre les témoignages d'anciens otages et de familles des victimes
de l'attaque de l'Hyper Cacher. Qu'est-ce qui a changé sur le front de l'antisémitisme en 5 ans? Les derniers chiffres dont vous nous aviez parlé à ce micro il y a quelques mois indiquaient une hausse de 27% des faits antisémites. Qu'est-ce qui a changé? D'abord, ce qui a changé, je crois, c'est une prise de conscience de la souffrance des victimes. Parce que cette souffrance, elle est dans les journaux, elle est à la radio, elle est aussi à la télévision. Et moi, je voudrais saluer aussi la dignité des familles, l'extrême dignité des témoignages, parce que ces attentats, ils ont aussi fragilisé l'ensemble de notre société. Ils ont mis en cause nos valeurs démocratiques, républicaines de vivre ensemble. Et je pense que au-delà de cette affaire purement judiciaire, il y a évidemment un combat qui est difficile. Et ce combat contre l'antisémitisme, c'est un combat au quotidien. Et je crois que ce procès, il nous appelle encore à la vigilance, il nous appelle à la mobilisation. On n'en aura pas fini avec les attentats de Charlie Hebdo. Et moi, je soutiendrai Charlie Mordicus. Moi, je serai toujours Charlie, voilà, avec d'autres, avec Caroline Fourest, avec Philippe Val. Et moi, je pense que la liberté d'expression, c'est quelque chose d'extrêmement important, c'est même fondamental dans notre société. Mais là encore, ne pas oublier que défendre la liberté d'expression, c'est aussi lutter contre les discours de haine. Et moi, je pense que les deux sont inséparables. C'est un combat qui doit être mené simultanément. Encore un mot sur l'actualité malheureuse de l'antisémitisme et du racisme, avec cette affaire Hervé Ryssen, du nom de ce négationniste qui a été incarcéré en fin de semaine dernière. Quel rôle a joué dans cette affaire la DILCRA ? Alors, nous avons opéré un certain nombre de signalements judiciaires, c'est-à-dire que sur la base de l'article 40 du Code de procédure pénale, nous sommes tenus de saisir le procureur de la République lorsque nous constatons des messages qui nous paraissent illégaux et qui incitent à la haine. Et en l'occurrence, Hervé Ryssen, c'est pas du tout un inconnu de la DILCRA, c'est un multirécidiviste des propos de haine sur Twitter, sur Facebook, sur d'autres réseaux sociaux. Et donc, il a fallu mener un combat de longue haleine avec d'autres associations. Je pense à la LICRA notamment, avec d'autres personnes également qui nous soutiennent. Et donc, que Hervé Ryssen soit enfin condamné, enfin incarcéré, j'ai envie de dire, justice est passée par là, tant mieux. Frédéric Potier, merci, vous restez avec nous. Tout de suite, ping-pong. Bonjour et Shana Tova, Franck Tapiro. Shana Tova à tous. Ping-pong, c'est tous les mercredis aux alentours de 14h23. Franck, une centaine de médias signé aujourd'hui une lettre ouverte pour défendre la liberté d'expression, une initiative du directeur de publication Charlie Hebdo Riss. La liberté d'expression est-elle, selon vous, plus fragilisée qu'il y a 5 ans ? La liberté, tout court. Donc la liberté d'expression, la liberté de créer, liberté de penser, liberté de s'exprimer, liberté de provoquer parfois. Donc, bien entendu, c'est la liberté d'expression qui se retrouve atteinte. Et on le voit depuis de nombreuses années. Tout est sous contrôle. L'autocensure, parfois, est même supérieure à la censure. Je peux vous dire, en tant que créatif, même si je fais plus publicité, mais la création, aujourd'hui, est à son niveau le plus faible. Qu'est-ce qu'on peut dire ? Si je sors une vanne de Pierre Péchin, je vais en tôle. Si je sors 2 vannes de Michel Leb, je me fais agresser. Et si je sors 3 vannes de Coluche, je me fais carrément attaquer en justice par des gens que j'ai défendus, comme la LICRA, SOS Racisme ou autre. L'humour est attaqué aujourd'hui. Donc aujourd'hui, il faut juste prendre un peu de recul. La liberté est surveillée. Les gens n'osent plus parler. Sur les plateaux, c'est pour ça que les débats sont absolument lignifiants, parce que s'il y a un moment un mot plus haut que l'autre, on sait qu'on est sous le coup d'une sanction, d'une loi, d'une autre loi, d'une loi de loi, etc., et d'une jurisprudence. Donc finalement, à force de contraindre tout ce monde-là pour une bien-pensance généralisée totalement fake et artificielle, on est en train de supprimer ce qui fait l'ADN de l'être humain, c'est la liberté et le libre arbitre aussi. Qu'est-ce qui explique cette évolution selon vous ? Pourtant, on a l'impression que les débats se multiplient, on a de plus en plus, on en a parlé la semaine dernière, d'avis contradictoires qui s'affrontent sur les plateaux de télévision. Pourquoi cette forme d'autocensure que vous stigmatisez Ça part d'une bonne intention qui est la bien-pensance, la bienveillance. Moi-même, j'ai toujours été un impôt de la bienveillance plus que de la bien-pensance. Parce que la bien-pensance a été récupérée des gens qui pensent mal. Et oui, la bienveillance, c'est intrinsèque, c'est une valeur qu'on a. On ne peut pas apprendre la bienveillance. À un moment, ce sont des valeurs personnelles qui viennent de votre éducation, de votre environnement. Mais éduquer la bienveillance aux gens, c'est du fake. Et en fait, la fakeisation totale des sentiments et des émotions depuis des années fait que finalement, on ne sait pas si les gens, quand ils parlent, sont sincères ou parlent en disant qu'ils ont une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Comme le greenwashing, comme le sex-washing, comme le racisme-washing, fait par des gens qui ont été des anciens racistes, phallocrates, homophobes,
et qui se trouvent aujourd'hui les espèces de leaders d'opinion de cet état d'esprit, de cet état de pensée qu'eux-mêmes piétinaient. Donc en fait, la fakeisation de tout, aidée par les réseaux sociaux qui en plus gonflent des trucs et font d'un voyou un porte-parole, comme des rappeurs qui crient mort à la France et qui apparaissent aujourd'hui comme des modèles, comme des députés, comme Madame Obono, qui a été naturalisée française il y a quelques années pour remercier la France, piétine tous les jours les valeurs de la France à l'Assemblée nationale. Et donc finalement, on ne sait plus qui croire. Par ailleurs, ça crée la défiance. Ça crée la défiance et ça crée de la violence. D'un long papier tout à fait diffamatoire et insultant dans Valeurs Actuelles. Et ça ne choque plus. En fait, ce qui choquait monumentalement il y a 20 ans. Oui, mais ça crée beaucoup plus d'adhésion que de choc. Et en fait, des gens qui sont dans l'élite, une certaine forme d'élite, par exemple, Fickelkraut se fera plus siffler sur un plateau même. On lui refuse des plateaux et on fait venir des Obono et Like autour de lui. Pourquoi ? Parce que les black blocs, comme je l'ai dit, les black blocs médiatiques aujourd'hui ont plus de place, plus d'importance que les intellectuels, que les vrais penseurs, que ceux qui ont une vision, quitte à ce que ce soit contradictoire. Donc on va vers une forme de monopolisation d'une pensée unique, d'une idée unique, d'une façon de penser et de raconter unique, d'un discours unique avec des plateaux où il n'y a pas de débat puisque les blancs sont contre les blancs, les noirs contre les noirs, les bleus contre les bleus. Je parle pas bien entendu de racisme, je parle uniquement de la couleur, sachant que le noir et le blanc en plus ne sont pas des couleurs. Franck, une autre affaire, vous parliez des réseaux sociaux, anime ces réseaux ces derniers jours, l'affaire dite Neymar, le joueur du Paris Saint-Germain qui est à la fois, qui aurait été victime de propos racistes et en même temps coupable. C'est ce qu'on a appris ces derniers jours avec visiblement des mots qui auraient été prononcés par la star brésilienne, un joueur japonais de l'Olympique de Marseille, Sakai. Comment vous êtes fan de foot, comment vous réagissez à cette actualité sportive qui dépasse très largement la seule question du football ? Je suis fan de foot, mais je suis un humain avant tout, un citoyen avant tout. Ce qui me choque, c'est pas que ça se passe au foot, c'est que on a un nouveau terrain d'expression du racisme qui est pas nouveau, qui est vieux toujours au football. Le vrai problème, c'est le racisme. C'est pas Neymar, c'est pas Sakai, c'est pas l'OM, c'est pas le PSG. C'est que malheureusement, le racisme aujourd'hui est dans le football de façon ouverte, même si malheureusement, Le Gret que j'aime bien, le président de la Fédé, s'évertue à dire le contraire. Il se trompe, je pense que malheureusement il est hors sol. On a un président de la Fédé qui est hors sol, complètement déconnecté des réalités, qui est complètement déconnecté du fait de voir la violence, le racisme et le communautarisme, sans compter alors tous les autres schismes comme l'homophobie, comme toutes les autres formes de phobie sur les préférences sexuelles, etc. Frédéric, qui sont rejetés dès le vestiaire. Donc à un moment, ça arrive à Neymar, c'est normal, mais Neymar c'est que le bout de la chaîne. Parlons du terrain, parlons des petits clubs, parlons du foot amateur dans les territoires et vous verrez que c'est là que commence le laxisme par rapport au racisme. Et quand on est laxiste par rapport au racisme dans les petits clubs, il ne faut pas s'étonner de voir les plus grandes stars mondiales devenir racistes elles-mêmes. Frédéric Potier, comment vous voyez cette affaire ? Est-ce que vous appelez à des sanctions, si les faits évidemment sont avérés, des sanctions exemplaires pour les joueurs concernés, en l'occurrence Neymar, peut-être Alvaro du côté de l'Olympique de Marseille, et plus globalement pour ces stars de football qui iraient trop loin sur le terrain ? Mais évidemment, il n'y a pas de poids, de mesure, il n'y a pas des propos racistes qui doivent être tolérés sur un terrain et des propos qui seraient intolérables en dehors du stade. Donc moi, je souhaite qu'il y ait un devoir d'exemplarité, je souhaite aussi que la Fédération française de football soit encore plus active, mais il y a aussi des choses qui n'est pas le cas. Il y a des choses qui se font. Moi, je veux pas tomber dans une caricature grossière. Il y a des actions qui sont menées, que nous soutenons d'ailleurs avec Johan Lemaire, par exemple, une association qui s'appelle Foot Ensemble, qui lutte contre l'homophobie. Et là, on parle de petits clubs, on parle de petits clubs qui sont dans les Ardennes, on parle pas de la Champions League. On travaille aussi avec l'association qui s'appelle Sportitude, qui vise à lutter contre les comportements racistes et antisémites dans les stades, pour lutter contre les saluts nazis, par exemple, dans les stades. Et dans le cas de Neymar, en cas de propos avérés, il faudrait des sanctions exemplaires. C'est ça que Mais bien sûr, je vois pas pourquoi il y aurait des intouchables dans le football ou dans la société française. J'ose même dire, bien entendu, une peine supérieure quand on s'appelle Neymar. L'exemplarité en fonction, bien entendu, de l'image qu'on présente. Quand on s'appelle Neymar, on n'est pas un lambda. Donc Neymar, si quelqu'un prend 1 an de prison ferme ou avec sursis, Neymar doit en prendre 2. Pourquoi ? Parce qu'il s'appelle Neymar. Je suis obligé de vous couper. Merci. C'est compliqué. Merci Franck Tapiro, merci Frédéric Potier d'avoir été notre invité. C'est la fin de ce 14h30. Tout de suite, Hélène Schumann. À demain. Portez-vous bien.